Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des trucs à foutre. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi, le premier pour le compte de l'année 2026. À l'orée de cette année nouvelle, sur cette émission, recevez une fois encore mes voeux les meilleurs, que l'année nouvelle soit éprise d'événements heureux et féconds à tout un chacun, que 2026 soit la réponse à nos espérances latentes au-delà de nos espérances. Chers amis internautes, cette semaine a été marquée par la campagne électorale, les Voodoo Days et également l'action de Donald Trump au Venezuela. La presse locale en a parlé, les internautes également en ont parlé et on en parlera ce matin sur Info Hebdo avec Raoul Roussounou. Il est journaliste, analyste politique. Il sera face à un acteur politique, ancien ministre de la République, à la personne de notre très cher et invité qui nous a manqué un peu par ces temps sur ce plateau, Alain Adiou. Alain Adiou avec lequel nous essaierons d'analyser un peu ces différents sujets d'actualité. Chers amis internautes, avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule publicitaire. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme j'ai annoncé à l'entame de cette émission, Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est un plaisir de vous revoir par ici. Plaisir partagé. J'en profite pour présenter mes meilleurs vœux à tous les internautes et leur dire que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que l'année soit une année très très féconde pour chacun de nous. Amen, amen, amen. Raoul Roussounou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Nous sommes en 2026, vos vœux. Oh, je souhaite à tous les Béninois beaucoup de courage parce que 2026, c'est une année de défis. Une année de défis. Alors, je me retourne tout de suite pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce samedi matin. Actualité politique, vous êtes acteur politique, ancien ministre de la République. Alain Adiou, la campagne électorale pour ces élections législatives et communales, en tant qu'acteur politique, comment vous l'appréciez? Vous permettez que je salue Raoul. Allez-y, allez-y. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Évidemment. Les élections, la campagne. Nous sommes le 10, demain c'est le 11. Oui. Et c'est aujourd'hui le 10, normalement. Hein.
Parce que ça finit, enfin, c'est le 10 que ça finit la campagne. Non, ça devait Non, finir il- depuis il- le 9. le 9, voilà, Depuis le 9, exactement. là. C'est ça. Oui, oui. Bon, moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux, bon, j'ai vu quelques captures, quelques images, quelques vidéos des différents partis politiques. Je me suis promené très légèrement à Cotonou. Je n'ai pas bougé plus loin que ça. J'ai vu quelques affiches également. Mais je n'ai pas vu l'animation dont on avait l'habitude au cours des anciennes campagnes. Ça a commencé pas en 2025. Cette situation-là, moi j'ai commencé à l'observer depuis 4-5 ans déjà. Et j'ai compris progressivement, je suis en train de faire une lecture de cette situation, j'ai compris que lorsque la parole vient à manquer dans l'espace public, que les différents acteurs qui animent la vie à ce niveau de l'espace public se sentent obligés de la fermer, de se taire. Lorsque on observe le silence imposé, le silence de confort, le silence par peur, par conformisme, lorsqu'on constate ça, c'est symptomatique d'une situation qui n'est pas bonne. Laquelle? La démocratie béninoise est fortement malade. Parce que la parole, c'est l'un des baromètres de la vie démocratique dans un pays. Et aujourd'hui, chez nous, cela ne se vérifie pas très bien. Et pour aller un peu plus loin sur le terrain purement électoral, vous savez que une chose, c'est les élections, le déplacement des électeurs, et une autre chose, c'est ceux qui comptent les résultats, ceux qui proclament les résultats. De plus en plus, les citoyens sont convaincus que, en observant, ceux qui comptent étant tous politiques, d'un camp d'ailleurs, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et de façon globale, mon observation, ce ne sont que des observations, ce n'est pas encore des analyses. De façon globale, mon observation, c'est que depuis plusieurs années, une dizaine d'années déjà, le peuple, en tant qu'acteur, est mis à la touche. Donc le jeu se fait entre connaisseurs politiques, comme si la politique était devenue professionnelle. Je m'en arrête là. Donc, campagne pour campagne, je n'ai pas vu grand-chose. Je ne m'en doutais pas, parce que je me suis dit, ça ne peut pas être autrement. Alors, Nsounou, est-ce que vous partagez les analyses ou les observations du ministre Alain Adiou? Est-ce que pour vous, la démocratie béninoise est malade aussi? Oh, je suis heureux que ce soit un acteur politique qui le dise, et je lui demanderai si on en est là, c'est la faute des acteurs politiques en fait. Donc si la démocratie béninoise est malade, c'est que on n'a pas de bons acteurs politiques aussi. Pour revenir à la campagne, je dirais plutôt qu'elle est terne, et elle est terne parce que il y a plusieurs facteurs. Premier facteur, nous voici dans une campagne en période de fête de fin d'année. En période de fête de fin d'année, la campagne, tout le monde sait que chaque famille veut bien fêter et tout. Nous voici aussi dans une campagne qui commence après un événement qui a créé la psychose dans le pays, le fameux coup d'État déjoué. Nous voici dans une campagne, dans une période où il y a de grands événements culturels, tels Vodundés, tel le spectacle au niveau de... We Love Here. Bon, ok. Donc, il y a ces facteurs-là. Mais aujourd'hui, il faut dire, il y a une autre campagne qui se déroule et qui est celle qui se passe plus sur les réseaux sociaux, en fait. Les acteurs, aujourd'hui, en campagne, rivalisent plus d'acteurs sur ces plateformes-là que la campagne d'ordinaire qu'on voit avec beaucoup de tapage et tout. Est-ce que les partis n'ont plus les moyens de faire la campagne à l'ancienne, comme ça se faisait, déployer les grands moyens, les caravanes dans la ville et tout? Ça, très fuité celui qui pourra répondre. La question des moyens. Quelques caravanes, quand même. C'est pas comme par le passé. C'est des individus, peut-être, qui
peut-être font des initiatives personnelles, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas comme on le voyait par le passé. Je crois que la plus dense campagne qu'il y a eu, même dans ce pays, selon moi, c'est la campagne présidentielle de 2016. Et, après ça, on n'a plus vu de campagne en tant que telle durant la décennie qui est en train de finir. Donc, je disais tantôt qu'il y a une autre forme de campagne qui se déroule aujourd'hui sur les plateformes numériques, les partis se rivalisent d'ardeur là, la cible là, parce que aujourd'hui, c'est vrai, les plateformes ne peuvent plus travailler sans le numérique, il y a que, on voit que c'est plus des cibles de divertissement qui sont utilisées aujourd'hui comme support de campagne. Donc la campagne, elle est terne, il faut le reconnaître, mais elle s'est déplacée aussi ailleurs. Mais quelle est votre opinion sur la démocratie béninoise? La démocratie n'est que ce que ceux qui la vivent veulent en faire. Est-ce qu'elle se porte bien, selon vous? Elle ne se porte pas bien. Il y a beaucoup de choses à corriger. Comme partout au monde, je vous avais déjà dit ici, sur ce plateau, que les États-Unis, une vieille démocratie, le président américain continue de prêter serment sur la Bible, alors qu'il y a des musulmans. Donc chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Alors, Alain Adiou, quelles sont les actions qui vous ont manqué au cours de cette campagne électorale? Mais je n'étais pas dans la campagne, moi. Je n'ai pas fait campagne. Oui, mais... C'est la première fois, d'ailleurs, que libéré de cet activisme électoral, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis senti très à l'aise. J'ai dit à des jeunes qui étaient venus me courtiser un peu, oh, mais que ça fait... La dernière expérience que j'ai faite, c'est quand j'ai dirigé des campagnes électorales dans notre pays. Puis bon, la toute dernière avec Patrice Talon, 2016. Donc, il n'y a pas d'action qui est manquée, puisque je n'étais pas actif, je n'étais pas acteur. Mais j'ai observé qu'il y a un déficit au niveau des actions. Quelque chose, juste pour amuser un peu le plateau. J'ai observé un matin que les murs de ma résidence ont été couverts d'affiches, de toutes les affiches d'ailleurs, dans tous les partis politiques. Donc, alors j'ai dit, c'est pas grave, ce sont les amis qui ont fait ça. Depuis hier que la campagne est terminée, voilà, la nuit, on a commencé à enlever, à déchirer. Normalement, on ne devait pas afficher sur les espaces privés. Voilà. Donc, oui, j'ai observé, je n'ai pas été acteur et je ne l'ai pas regretté. Donc, c'est comme ça que je peux vous répondre. Alors, cette campagne terne que vous évoquez, ainsi que Raoul Nsounou ce matin, est-ce qu'elle n'est pas la résultante des réformes politiques qui ont été opérées? Est-ce que cela n'est pas la résultante du fait que les acteurs politiques ont vu, pour la plupart, leurs intérêts immédiats menacés? Là, cette question me plaît bien. Ça me permet d'aller un peu plus loin dans ce que je disais, maintenant à proposer quelques analyses. Je connais quelques pays, lorsque je les ai visités en tant que ministre, où les élections ne sont pas directement gérées par les acteurs concernés, par ceux qui doivent être élus. Et lorsque nous avons proposé la réforme sur le système électoral assorti d'une liste, la liste électorale permanente et informatisée, c'était dans cet objectif-là aussi. La structure que nous avions composée ne devait pas être une structure contrôlée par les politiques. Mais au fur et à mesure du temps, nous avons observé. Tout à l'heure, j'ai dit que ceux qui comptent sont différents de ceux qui votent. Et ici, c'est un secret de polichinelle que de dire que le directeur des élections est connu, le président de la Sénat est connu. En tant que citoyens, ils ont des bords politiques. Et quand on en arrive là, on doit se poser des questions. Quelle est la limite? À quel niveau s'arrête la conviction du militant, du dirigeant politique, et celui qui, au nom de la République, est dans une fonction majeure, une fonction importante, surtout que nous nous connaissons entre nous ici au Bénin. Je ne doute pas de leurs compétences, leur intégrité personnelle. Ce n'est pas de ça qu'il est question, puisque je les connais tous les deux. Mais je me pose des questions.
est-ce que ça ne fait pas partie des choses qui limitent, qui freinent l'ardeur des électeurs? Et je réponds oui. Oui, c'est tout à fait possible, parce que les électeurs ont progressivement perdu confiance dans le système qui est mis en place. Le code électoral, les institutions qui sont en charge de gérer les élections. Comme par le passé, il y a quelques exemples quand même. On a vu dans ce pays, autour de la présidentielle de 2021, où ça a été, les bulletins ont été cachetés à gauche, à droite. Nous avons vu, c'est ce que vous avez montré, vous, la presse, que je suis en train de dire. On nous a promis des sanctions, on nous a promis la punition, etc. On n'a jamais vu venir tout ça. Voyez. Donc, oui, les réformes politiques. Vous me connaissez, ça fait plus de 3 mois que je suis allé vous voir ici, je l'ai regretté un peu, mais c'est bon de temps en temps de se retirer, de garder le silence. Les réformes politiques, heureusement que le président de la République, Patrice Talon, l'a reconnu lui-même. C'est ça, c'est la faiblesse majeure de son régime. Et personnellement, cela me dérange, parce que mon engagement en 2016, à ses côtés, pour que ce défi-là de la réforme soit relevé, c'était effectivement à ce niveau-là. Je l'ai déjà rappelé, je me permets de le dire, quand il a annoncé sa candidature, je n'étais pas là, je n'étais pas au Bénin. J'ai suivi ça de l'extérieur. J'ai dit à celui qui était avec moi, dans un premier temps, si ce monsieur-là annonçait sa candidature, je vais combattre cette candidature-là. Je vais combattre cette candidature-là. Et puis, j'ai dit, mais attendons, écoutons. J'ai écouté. J'ai entendu au niveau des réformes qu'il proposait de faire, les réformes politiques. Je m'excuse, j'ai vibré intérieurement. Alors j'ai dit à mon vis-à-vis, celui qui était avec moi, à la fin, j'ai dit, si jamais ce monsieur fait ce qu'il a dit, tu seras surpris, tu me verras à ses côtés pour. Et je me suis engagé pour ça. Mais après, il y a eu 2 écoles autour de lui. Il a choisi une école. L'une des écoles, c'est les réformes politiques, il faut les mettre en place tout de suite, dès le lendemain de ta prise de pouvoir. L'autre école, c'est non. Les réformes politiques ne sont pas des réformes sociétales. Il faut attendre, réunir les conditions politiques pour les mettre en place. L'école qui a prévalu, c'est la première dont j'ai parlé. Mais nous y sommes là. Les conclusions ne sont pas bonnes. Est-ce que les conclusions, selon vous, ne sont pas bonnes au regard des intérêts qui ont été saqués par endroits? Parce que désormais, c'est plus possible que quelqu'un soit président lui-même de son parti politique, qu'il puisse marchander ses intérêts, qu'il puisse aller de tel ou tel autre parti au regard de sa quête de son positionnement. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a un désintéressement à la chose politique? Le diagnostic était bon. Personne n'a remis en cause le diagnostic. Les réformes politiques, personne. Mais les solutions, c'est à ce niveau-là. Les solutions apparaissaient comme des solutions dictées, imposées. Donc vous avez la réponse à votre question. Est-ce que Raoul Ounsounou pense que les solutions apportées au diagnostic effectué pour la réforme des systèmes partisans ne sont pas appropriées? Bon, une réforme, on l'implémente et c'est dans la mise en œuvre qu'on se rend compte aussi des erreurs. Il n'y a pas de réforme toute faite, vous savez. Pendant longtemps, le Bénin on a été habitué à des partis de famille, à des partis où le président est PCA et PDG en même temps et tout. Donc aujourd'hui, c'est des habitudes qui ont la peau dure. On veut mettre tout ça là à plat et partir de nouveau et financer publiquement, apporter du financement public aux partis. Malheureusement, on l'a fait quelques années. Aujourd'hui, les partis, je crois que depuis 2 ans, aucun parti n'a encore reçu ce fameux financement-là, alors que ça aurait été ce financement, même si c'est du denier public, on devrait savoir, on ne sait pas comment ça se fait après, on devrait savoir comment c'est utilisé et qu'est-ce que ça apporte en termes de qualité dans des acteurs politiques. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y a une évaluation de ce qui a été donné sur des années. Mais aujourd'hui, il est un fait que ce financement n'existe plus. Et c'est la base, en fait, pour avoir des acteurs bien formés. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, ce qui fait office de classe politique au Bénin,
Je ne sais pas encore si on entend parler d'écoles des partis, c'était des projets et qu'on nous a miroité ici, mais aucun parti, même le plus grand qui a plus d'élus, UPR, je ne sais pas s'il y a une école des progressistes qui existe. On a vu même un des ténors de UPR, Koupaki, qui avait l'école de la conscience citoyenne. Je ne sais pas si en temps ça a été transformé à UPR et quelle expérience on en fait. Donc bref, voilà autant de choses qui ont manqué à cette réforme du système partisan. Ben, n'en demeure pas moins que ce qui est fait, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas et il faut maintenant améliorer pour aller de l'avant. Je ne pense pas que le chef de l'État actuel, puisse croire qu'il a tout fait en la matière. Je ne pense pas. Je pense pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, malgré ces réformes-là, malgré tous les commentaires que certains peuvent effectuer, tant positifs comme négatifs, cette réforme-là, le citoyen, son vote est déterminant dans le choix de ses dirigeants. Demain, c'est le jour du vote. Est-ce que vous ne pensez pas que, quel que soit ce qui est effectué comme réforme politique, le citoyen, le bon citoyen, doit sortir et effectuer son vote? Aller voter, c'est un devoir citoyen. Et vous vous sentez béninois, vous remplissez les conditions, vous devrez aller voter. Mais malheureusement, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais écu. On connaîtra les élections du 11 de demain. Seront les élections qui connaîtront le plus fort taux de participation. Et pourquoi? C'est pas seulement de la faute du système en place. J'avais fait remarquer déjà ici sur votre plateau que, observez, qui faisait office de société civile, par exemple, et qui mobilisait, on voyait au moins à l'approche de chaque élection, une mobilisation demandant aux gens d'aller voter et tout. Je ne peux pas citer aujourd'hui deux groupes, deux organisations de la société civile qui rentrent dans ce, même si timidement, on voit Wané peut faire quelques actions sur les canaux digitaux, mais c'était pas ça qu'on voyait. On avait vu force élection dans ce pays, on a vu plein de tapages pour rappeler les citoyens, aller voter, c'est un devoir citoyen. Donc il y a cette mobilisation de la société civile qui manque aujourd'hui. Maintenant, il y a un désintérêt aussi, parce que aujourd'hui, le citoyen se demande, je vais voter pour qui et comment il décide de nos sorts. Donc, la conduite, la gouvernance fait que le citoyen est un peu, je ne dirais pas déçu, et n'est pas aussi motivé pour aller voter. Aujourd'hui, on a priorisé plus les grands travaux et tout, on a fait, et si le pouvoir actuel a un talon d'Achille, c'est d'abord le social, ça, tout le monde le reconnaît. Donc, le gars se dit, écoute, je ne mange pas, je vais voter. Donc, il y a ces propos qui se tiennent à côté de nous. J'ai faim, comment je vais me déplacer pour aller au centre de vote? Il y a ces propos. Mais il faut aller voter. Donc, voter, mais il est conscient que voter est un devoir citoyen. Mais à l'impossible, il n'est tenu. À l'impossible, il n'est tenu. Donc, malheureusement, nous connaîtrons une élection qui n'aura pas trop d'engouement, qui ne suscitera pas trop d'engouement, parce que déjà, comme on le disait, la campagne était terne, donc la mobilisation pour aller voter serait la conséquence de la campagne terne qu'on a eue. Mais vous, Alain Adirou, vous qui avez quand même été confronté à l'exercice du pouvoir d'État, à tous les enjeux qui y concourent, gouverner, c'est pas du tout aisé, épauler des réformes, surtout politiques aussi, c'est pas du tout aisé. Qu'est-ce que vous pensez que le citoyen doit effectuer demain, 11 janvier? D'abord, juste pour compléter un peu mon ami, aller voter, c'est un devoir citoyen, mais ce n'est pas une obligation. Dans certains pays, c'est une obligation. Peut-être qu'il serait bon qu'un jour on réfléchisse pour voir si on doit rendre le vote obligatoire. Et si on le rendait obligatoire, comment contrôler? Donc il y a toute une démarche au niveau de la réflexion qu'il faut faire. Et si on faisait ça, il y a des éléments qui doivent découler de cette décision si on rendait le vote obligatoire. Si un seuil n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on fait du vote? Les résultats.
Parce que, en dehors de ce qu'il a dit et que je partage, il y a un dernier élément. Le citoyen est convaincu que les résultats sont connus. Si on y va, si on n'y va pas, leurs élus, ils les ont déjà. Ça circule aussi comme information. Et ça touche un peu ce que je disais là. Le citoyen a le sentiment... Monsieur le ministre, c'est sous ce régime que LDA a eu 28 députés. Le citoyen est fortement LDA a eu convaincu. 28 députés sous ce régime, monsieur le ministre. Oui, je vais y aller. Je vais y aller, mais avec un peu de réserve aussi. Le citoyen est convaincu que les résultats des urnes, ce n'est pas ça exactement qui est proclamé. En secret, en privé. Mais c'est erroné, En privé, je dis bien en privé, donc ce n'est pas forcément à prendre en compte ici. Il y en a qui disent, je n'ai pas de vérification à faire, il y en a qui disent que le parti dont vous avez parlé n'a pas eu que 28 députés. Je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas le vérifier. Les rapports officiels des institutions ou des structures qui s'occupent des élections sont là. Donc, vous voyez, c'est la confiance que le citoyen doit avoir en ses dirigeants et dans les institutions qui dirigent le pays. C'est ça qui est effrité, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est à cause de ça que le citoyen dit, ben, que j'aille voter ou pas, les résultats sont là. Ce n'est pas à négliger, il faut prendre ça en compte. Depuis la conférence nationale, à quoi avons-nous habitué les citoyens? S'ils ne sont pas contents d'un régime, ils attendent au maximum 2 fois 5 pour sanctionner. Et sanctionner uniquement et strictement par les urnes. Parce qu'il y avait la confiance. Ceux qui nous dirigent, c'est des gens en qui on peut avoir et on a confiance. Mais cette confiance-là est rompue progressivement. Le citoyen qui garde comme position le silence, le mutisme quasi total, ça traduit quoi, ce mutisme-là? C'est à creuser, c'est à analyser. Mais nous en sommes là. En dehors de quelques plateaux, vous avez beaucoup de difficultés pour faire venir des gens ici. Quand les sachants, les connaisseurs, ceux qui doivent parler, se taisent, c'est la République qui est malade. Allez, Adibou, on vous a compris, c'est votre opinion. Raoul Moussounou, demain, il faut quand même aller voter. C'est important d'aller voter. C'est important. Je disais que c'est un devoir. La politique de la chaise vide n'a jamais arrangé quelqu'un. Si on reste chez soi et on pense qu'on peut changer les choses de chez soi, je ne pense pas que ce soit possible. Ceux qui font office d'opposition frontale aujourd'hui au régime, ils auraient brillé par leur absence dans ces élections. Si peut-être ils disent parce qu'on n'est pas candidat à la présidentielle, on ne participe pas aux autres élections, c'est parce qu'ils ont compris aussi qu'il faut être là et il faut faire les changements de l'intérieur. Donc, si on veut changer les choses, je pense qu'il faut aller voter. Et parlant de confiance aux institutions qui organisent, moi, j'ose croire encore, je leur accorde cette confiance parce que tous, quand même, on a... il y a le sens du serment. Ceux qui sont là ont prêté serment, même si, à un moment donné, manquant de probité et tout, on peut encore tordre le cou au serment. Je pense que faisons déjà notre devoir et attendons que ceux qui organisent, les structures qui organisent et ceux qui pourraient voler les élections, comme le disent certains, le fassent. Faisons déjà notre devoir. Faisons déjà notre devoir. Merci à tous chacun pour vos différentes opinions sur ce sujet. Nous sommes en plein Vodou Days. Allez, Adibou, est-ce que vous étiez à Ouida? Non. Pourquoi? Vous y serez ce soir? Je ne sais pas. Je vais peut-être vous surprendre. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Je dis que je vais vous surprendre, je vous surprends. Je surprends les internautes. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Des fêtes culturelles ou des fêtes des cultes. Des fêtes cultuelles. Bon, j'ai entendu des responsables dire il y a quelques heures, en parlant de ça, parler de la fête des religions endogènes et africaines. Bon, c'est un bon label que j'accepte. Et si je m'en tiens à ça, je présente, parce que je partage, je dirais, ce sont mes frères et sœurs en humanité, les Béninois,
et les étrangers qui sont là chez nous. Donc, je leur souhaite bonne fête, parce que c'est donc une fête de religion. Moi, fête culturelle. J'ai posé la question, est-ce que c'est une fête culturelle? Elle est culturelle. Bon. En tout cas, et je me suis appuyé sur ce que quelqu'un a dit assez récemment en parlant de ça. Il a parlé de fête des religions endogènes et africaines. Donc j'ai dit, mais si je m'accroche à ça, si je considère que donc c'est une fête des religions, alors je présente Mais je crois que le président Patrice Talon, même à l'entame de son quinquennat, son premier quinquennat, avait même dit qu'il ne s'agit pas de faire la promotion de la spiritualité vaudou, mais de la culture. J'ai pas fini. Maintenant, il y a l'autre volet qui m'intéresserait bien, le volet culturel, donc touristique. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de vendre quelque chose sans son esprit, vendre ça aux Béninois même qui ont besoin de découvrir et à nos frères et sœurs dans le monde pour que le Bénin se révèle sous cet angle-là. Vu de cette façon-là, je dis oui, c'est une bonne chose. Mais l'une des choses qui m'a beaucoup limité, j'ai appris que l'accès est très cher. Pour y aller, il faut débourser beaucoup d'argent. Peut-être que vous allez m'informer, moi je ne sais pas. Raoul Ousnou répond. D'abord, je vais dire Happy Vodun Day à tous les internautes. Et pour dire que Vodun Day n'est pas que Ouida, en fait, si c'est une fête nationale, je ne partage pas l'avis du ministre qui dit que c'est une fête des religions africaines parce que le christianisme est une religion africaine. Non, donc, quelqu'un a dit ça comme ça. Eh bien, c'est une fête nationale et le Vodun, ce n'est pas seulement à Ouida. Je ne pense pas si limiter Vodun à Ouida, c'est qu'on célèbre le Vodun peut-être de Ouida ou bien on célèbre les adeptes de Ouida. Mais moi, je pense que partout au Bénin, il y a fête et c'est peut-être les manifestations officielles qui sont à Ouida. Donc, c'est pas dit que tout le monde doit se rendre à Ouida. C'est bien d'aller là-bas parce que ça va drainer le grand monde, mais ceux qui ne sont pas à Ouida aussi sont en fête et nous devons leur dire aussi bonne fête. Donc, le Vodun, c'est partout, c'est à l'échelle nationale et internationale aujourd'hui. Donc, d'après, vous voyez des délégations étrangères descendre et tout. Donc, dire que fêter Vodun, c'est forcément aller à Ouida, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que pour le moment, c'est là où il y a eu beaucoup d'investissements pour célébrer la chose. Donc, on ne peut que l'encourager. L'aspect touristique... Justement, quelle est votre opinion sur l'engouement autour? Je crois que, qu'on le veuille ou pas, ça engrange de la plus-value pour l'économie locale. Mais combien il reste à savoir, parce que moi j'ai suivi un peu des économistes qui disent qu'on ne bâtit pas, il n'y a pas partout au monde, il n'y a pas un pays qui est bâti un modèle de développement sur le tourisme. C'est très rare. Alors, Raoul Ousnou, le ministre a dit tout à l'heure que pour y aller c'est cher. Est-ce que vous pensez? Non, je ne pense pas. Bon, ça fait la 3e édition. Je ne suis jamais allé. C'est vrai que j'ai des collaborateurs qui y vont. Je ne crois pas qu'ils déboursent. Moi, j'ai fêté chaque fois le Vodun ailleurs, peut-être en famille, peut-être chez moi au village et tout. Ouida, je ne suis pas encore allé, donc je ne pourrais pas parler des prix. Mais pour ce que je sais que l'accès, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre votre voiture et aller directement là-bas. Il y a des transports en commun, ou bien vous prenez votre voiture, vous arrêtez à l'entrée et vous prenez les tricycles pour entrer. Peut-être c'est de ça que le ministre parle, c'est de cette cherté-là. Est-ce que c'est même une difficulté d'accès? Non, je ne pense pas. C'est peut-être Ouida étant un peu à l'étroit, c'est pour qu'il y ait une fluidité du trafic à l'intérieur. Bon, en matière de cherté, je pense que les concerts sont gratuits. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, quelle est l'enveloppe, le cachet des artistes qu'on amène? Parce qu'on a vu des têtes d'affiches telles Davido et tout qui coûtent les yeux de la tête. Et donc, est-ce que ce qu'on paie équivaut à ce qui rentre? Angélique Kidjo aussi n'est pas une petite pointure. Donc, voilà, ça c'est des choses à savoir. Et nous, journalistes, nous devons travailler à savoir en matière d'entrée financière, qu'est-ce que à chaque édition on récolte.
Alors, Alain Adirou, nous allons parler très rapidement des États-Unis avant de conclure cette émission. Donald Trump, quels sont les enseignements politiques que vous tirez de son action au Venezuela? J'avoue que j'ai été surpris, très très surpris. J'ai appris la chose quelques heures après. Et après, j'ai vu quelques images. Bon. Ce que j'ai retenu, c'est que le Venezuela est dans le point de mire du président des États-Unis pour des raisons stratégiques, géostratégiques, économiques, le pétrole notamment. Ce qui s'est passé me paraît, je ne trouve pas le mot. Inquiétant? Je ne trouve pas le mot. Moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'il ne peut pas venir me chercher. Je suis assis sur le contrôle qui va l'intéresser. Mais est-ce que ça peut être inquiétant pour des gens qui seraient dans la même position ou dans une position similaire que le président celui qui est parti de Venezuela. Mais c'est ce qui a été fait et comment ça a été fait. Et après, disons, ce qui a été fait, comment ça a été fait, que je rattache à pas mal de choses qui ont été déjà annoncées et que je rattache également à pas mal de choses qui sont annoncées aussi en perspective. Et je me dis, dans quel monde sommes-nous et dans quel monde nous nous retrouverons après les États-Unis de Trump? J'ai l'impression qu'il était très conscient de ce qu'il disait pendant sa campagne et qu'il n'a pas du tout perdu une seule virgule de ce qu'il a prévu et qu'il est en train de dérouler son agenda contrairement à toute résistance qu'il pouvait rencontrer. Et c'est ça plutôt moi qui me pose question. L'ordre international est en train d'être complètement remis en cause. Et sur le plan géopolitique, géostratégique, ceux qui sont en position de réfléchir et d'apporter demain des débuts de solutions doivent sincèrement s'activer très vite. Parce que ce qui se passe, ou ce qui risque de se passer, n'est pas bon. La position qu'il a prise par rapport à l'Afrique du Sud, dans le cadre des BRICS, ce qu'il a tenté de faire ou qu'il a fait plus ou moins à moitié, ou je ne sais pas quoi, au Nigeria, non, c'est des signes annonciateurs de quelque chose qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Raoul Oussounou, votre opinion? C'est juste une annexion en plein 2021. Et, excusez-moi, c'est de la voyoucratie. En 2026, pardon, en plein 21e siècle. C'est de la voyoucratie, en fait, parce que Trump est un Yankee, c'est le genre d'Américain qui se dit la suprématie américaine, à part nous, il n'y a plus personne. Et il n'arrive pas à se départir de ce manteau pour savoir qu'aujourd'hui, je suis un dirigeant. Vous avez vu la réaction du Congrès américain. Trump a conduit une politique étrangère très, je sais pas... très brutale. Brutale. Vous voyez ces décisions, il y a le mardi 6 janvier dernier, vous avez vu sa décision par rapport à sa politique migratoire. Aujourd'hui, Béninois que nous sommes, vous devez déposer près de 9 millions de caution pour aller et pour espérer. C'est pas dit qu'en déposant la caution, vous avez automatiquement le visa américain. Donc, pour aller postuler, aujourd'hui, vous devez déposer près de 9 millions comme caution. Et quand vous allez là-bas, vous faites n'importe quoi, et c'est que vous perdez vos sous et on vous renvoie au dehors. Donc, aujourd'hui, Trump veut dire les États-Unis, l'Amérique aux Américains. Le disant, il n'a pas toutes les marges toutes les ressources possibles, donc il est obligé d'aller chercher. Sinon, un président, un État souverain, un président en plein exercice, on va le chercher comme un voyou et on l'amène devant. On tue des gens en pagaille. On tue plus d'une centaine de personnes. On amène devant votre justice. Et pour le juger sous prétexte qu'il y a trafic, il est coupable, il est narcotrafiquant et tout. Donc bref, ce qui se passe, heureusement que les Nations Unies ont réagi
Et il y a d'autres pays qui ont réagi. Mais à part ces réactions, ces déclarations... Quelle est la portée de ces réactions? Voilà, bon, c'est ça, il dit, ça restera l'étape de déclaration, ça restera l'étape de truc là. Aujourd'hui, le droit international est mis en parenthèse, et vous avez vu, les États-Unis ont donné le top, et la France qui s'est alliée. Vous avez vu la réaction de Macron. Donc, malheureusement, les plus forts ont choisi de faire du monde ce que... mais ne soyez pas surpris que des pays, des nouvelles puissances telles la Chine, la Russie et autres réagissent aussi après. Et là, nous étions déjà dans une guerre froide qui dure depuis, mais ça va continuer. Et ça va continuer. Mais il faut quelqu'un pour arrêter Trump. Il faut quelqu'un pour... Il n'y a que les rapports de force qui comptent aujourd'hui. Donc, à vous entendre, Alain Adio, est-ce que... Je n'ai pas fini. La politique étrangère de Trump nous amène à nos pays africains à reconsidérer notre position et à compter sur nous-mêmes, mais à ne plus tellement tendre la main, parce qu'aujourd'hui, ça fait 38 pays africains que Trump a cisaillé, par exemple, en matière de migration et tout. Donc, ça devrait nous recadrer, nous permettre à nos dirigeants de repenser autrement nos relations avec les États-Unis. Pourquoi pas des questions de la réciprocité quand Trump agit. Mais est-ce qu'on peut faire preuve de réciprocité lorsque nous savons que les intérêts et les valeurs ne sont pas les mêmes? Bon, ok, je n'aime pas tellement les pays de l'AES, mais vous avez vu leur réaction. Quand on a dit, par exemple, que le Niger est... Est-ce qu'ils sont capables d'engager un bras de fer avec les États-Unis? Ben, aujourd'hui, le Niger dit les Américains aussi ne viendront pas chez nous. Alain Adiou, on a comme l'impression que les lois internationales ne sont valables que pour les faibles. D'accord. Ouais. Appliquées par les forts contre les faibles. C'est bien ça que vous posez comme question? Oui, tout à fait. C'est une impression? Ben, vous dites que vous avez comme impression, ou qu'on a comme impression, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ce qu'on peut déduire, hein, c'est la lecture qu'on peut faire du comportement de Donald Trump. Et comme il vient de le dire, on peut l'élargir, hein, aller au-delà des États-Unis d'Amérique et commencer à regarder au niveau de l'Europe. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas beaucoup parce que le monde est établi sur les règles établies par les forts. Et c'est nous, les faibles, qui nous sommes allés dans cette façon de laisser conduire le monde. C'est nous qui devons aujourd'hui réfléchir pour nous prendre au sérieux. Quand ils ont besoin de matières premières, toute nature, toute catégorie de matières premières, ils n'hésitent pas à venir en Afrique. Parce qu'il y a encore des réserves vierges, il y a encore des réserves pour l'avenir. Et ils y viennent non pas seulement en tant que, disons, marchands, acheteurs, mais ils viennent en tant que conquérants, avec des armes. Donc c'est à nous, au niveau de l'Afrique, de nous asseoir. Si nous voulons que le 21e siècle soit vraiment celui de l'Afrique, c'est à nos dirigeants de prendre le pouls de la situation et de dire, écoutez, qu'est-ce que nous faisons de notre continent? Mais Alain Adirou, est-ce que vous ne voyez pas aussi que cette opération militaire envoie un message au regard de la puissance militaire des États-Unis? Parce qu'on nous parle de près d'une centaine de morts au niveau du côté vénézuélien, mais au niveau des États-Unis, il n'y a eu aucun mort. Comment un pays rentre dans l'espace aérien d'un autre, en vient à pénétrer la résidence présidentielle qui est censée être la bâtisse la mieux protégée du pays, enlève le président de la République et son épouse et ressort sans qu'il y ait ne serait-ce aucune égratignure, sans qu'il y ait aucun, à part quelques blessés, il n'y a eu rien comme dommage majeur. Je vous fais un aveu. Malgré le soutien de certaines grandes puissances au Venezuela en termes de missiles aériens et tout ce qu'on connaît comme arsenal militaire impressionnant. Quand on m'a posé la question dans le cadre de cette rubrique, je vous l'ai dit dès le départ. Hein, c'est un aveu que je confirme. Je n'ai pas compris ça.
Je n'ai pas compris, donc je m'interroge exactement comme vous. Si le Venezuela est un pays comme... Est-ce que le Venezuela n'est pas un pays sur le plan sécuritaire mieux géré que nous, que nos pays à nous, nos pays africains? Et si ce qui est arrivé lui arrive au président du Venezuela, qu'en sera-t-il pour nous? Donc je n'ai pas compris. Vous pensez que les dirigeants de l'AES doivent craindre, c'est ça? Jusque-là, non, je ne suis pas sûr. Mais attends, pour se défendre, il faut aller chercher les outils nécessaires au niveau des autres. Si vous posez la question, que les gens vous répondent de façon très sérieuse, ils vous diront, mais il a effleuré, hein, M. Raoul, on attend peut-être que la Chine, peut-être la Russie. Voilà même les deux pays, les deux grandes puissances. On n'attend pas l'Europe. Par rapport aux États-Unis, en tout cas, moi je n'attends pas l'Europe. S'il y a quelque chose à faire, c'est la Russie, c'est la Chine. Donc, pour le moment, je partage la même interrogation que vous et je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous avez une réponse, Raoul Nsounou? Je crois que ce qui s'est passé au Venezuela ne s'est pas passé sans qu'il y ait une main intérieure qui ait agi. Moi, je pense que le système a été infiltré. Je pense bien que c'est vrai que l'armée américaine est très forte dans les airs, mais je pense que j'ai vu la vice-présidente prêter serment avec le cœur serré, selon ce qu'elle a dit et tout. Mais je pense que le système a été infiltré. Vous avez vu l'opposante vénézuélienne qui est prix Nobel de la paix dit qu'elle partage son prix avec Trump. Donc, de l'intérieur, je crois que... oui, mais il y a une interrogation. Que le système a été infiltré, d'accord, mais qu'on en arrive quand même à venir dans le pays, pénétrer l'espace aérien, et que tout de suite, il n'y ait pas eu de réponse violente contre cette agression-là, on s'interroge. Vous avez des alliés, je ne veux pas dire que les alliés sont là en permanence. Donc, oui, c'est les États-Unis contre le Venezuela. Donc, la toute-puissance des États-Unis, vous n'ignorez pas. Le Venezuela a des alliés, certes, tels la Russie et tout, mais ce n'est pas que ces soutiens sont là en permanence pour répondre. Je me rappelle de ce post-là sur Facebook où quelqu'un s'interroge de savoir quelle est la formation de nos militaires. Lorsque un groupuscule rentre et arrive à en tuer 100 sans qu'eux n'aient eu à perdre un, alors on s'interroge de savoir est-ce que les stages même que nos militaires vont faire dans ces pays-là, est-ce que ce sont des stages vraiment francs? Parce que... bon, moi, je ne suis pas militaire, mais il y a beaucoup d'interrogations. Il y a que celui qui vient agresser prépare son plan pour ne pas échouer. Donc, il vient surprendre la victime. Donc, forcément, il y a tout un plan et je dis, il ne faut pas oublier d'abord la proximité entre les deux pays et la toute-puissance des États-Unis. Merci à vous, Raoul Nsounou. Merci à Alain Adiou pour ce moment d'échange assez intéressant. Alain Adiou, on peut compter désormais sur votre disponibilité, j'espère. Oui, je crois. Je crois. Merci de toujours être disponible pour partager avec nous vos analyses. Merci à Raoul Nsounou également. Je remercie le ministre Alain Adiou que j'ai vu il y a très longtemps et la richesse, la qualité de ses interventions. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.